Je suis convaincu que demain, on aura tous des casques où l'interface homme-machine sera dans la visière du casque. Tiens, tu arrives à un carrefour, je peux juste t'informer qu'il y a 4 voitures qui arrivent sur la droite, il y a un bus qui arrive sur la gauche. Plusieurs fois, on s'est retrouvé dans des design reviews et en train de réfléchir. On s'est dit, mais pourquoi personne n'y a pensé avant? Parce que ça paraissait tellement élémentaire ce qu'on était en train d'imaginer qu'on s'est dit, c'est bizarre que les gens n'y aient pas pensé avant. Au CES, dernièrement, il y avait des vélos connectés qui arrivent avec des choses comme ça. Ouais. Et ça va être génial, Tayo. Il faut vraiment... ça va faire une percée énorme dans le monde, dans le monde de la mobilité parce qu'on va se sentir un peu plus en sécurité que l'on est aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui pas acceptable de dire que tu vas dans un magasin de vélo, tu vois un beau vélo qui te plaît, tu demandes ta taille, ta couleur et on t'explique qu'il faut attendre 12 mois pour l'avoir. Tu te dis, mais dans quel monde joli, quoi. Donc... Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. Allez, on y va. On est parti. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast En roue libre. Ceci est donc le premier épisode, on va dire le premier bis, parce qu'on a déjà fait un épisode ensemble. On va dire plutôt pour se tester, toi et moi d'ailleurs. Et donc je suis ravi de t'accueillir pour cette V2 du premier podcast En roue libre. Merci d'être là, Jérôme. Bonjour Tayo, merci au podcast Roue libre pour l'invitation. Et puis, j'espère qu'on va avoir une petite discussion ensemble. Ouais, il y a des choses à dire. C'est aussi pour ça que je t'ai invité. Petit rappel, Jérôme, on s'est rencontrés au Sommet à Annecy, sommet organisé par Xavier Varnier, qu'on salue. Xavier Varnier des vélos Héritage. Les sommets d'ailleurs, super événement. Si vous voulez y participer, c'est assez génial. Ça se passe à Méribel cette année. Il y a encore des places. Et pour l'histoire, Jérôme, on se suivait sur LinkedIn depuis quelques temps. Et j'ai adoré la manière dont tu m'as abordé. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pendant la soirée et qui me dit Antoine, il y a quelqu'un qui veut te parler. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est qui ce gars? Pourquoi il vient pas me voir? Enfin, c'est une soirée networking. Et donc, je dis, oui, vas-y, dis-moi, c'est qui? C'est Jérôme Mortal. Je dis, mais pourquoi il vient pas me voir, lui? Donc voilà, j'étais ravi qu'on se rencontre enfin. Et qu'on puisse échanger. Et puis depuis, voilà, plein d'échanges super intéressants. Et donc, c'est pour ça que je voulais te faire venir. Jérôme, est-ce que tu peux, en quelques minutes, en quelques phrases, nous parler de ce qui t'a amené au vélo et à la mobilité? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui fait que le vélo aujourd'hui, ça fait partie de ta vie et de cette nouvelle aventure que tu as créée? Ok. Alors déjà, je pense qu'il est quand même important, Tayo, de souligner que toutes les belles rencontres ne se font pas que sur Mythic. Elles peuvent se faire aussi sur LinkedIn. On en est la preuve vivante. Il faut pas rebondir sur ton propos. Voilà, donc moi, le vélo, écoute, si on rembobine très vite et que j'en fais un tout petit peu d'histoire, déjà passionné de deux roues enfant, vélo, moto, vraiment grand passionné. Et puis après, les événements m'ont conduit plutôt vers l'automobile parce que mon apprentissage et un certain nombre de choses, d'étapes importantes de mon apprentissage se sont faites dans l'automobile. Donc forcément, j'ai pris cette orientation. Mais par exemple, pour être très concret, si on revient au vélo, dans les années 90, j'avais l'habitude, je foulais
les bancs d'une école d'ingénieurs et j'avais l'habitude d'aller rouler le mercredi et les week-ends avec Brice Epailly, qui n'est autre qu'aujourd'hui mon associé et qui est aussi le président, le patron de Caminade. Oui. Et donc, on était déjà dans ce petit monde. Voilà. Et après, j'ai poursuivi, moi, quelques années dans l'automobile et dans différents endroits du globe et chez différents constructeurs, ce qui m'a permis finalement de consolider mon savoir-faire d'entrepreneur, mais aussi de développeur. Et j'aime assez bien me présenter en utilisant une citation de Ralph Waldo qui dit que n'allez pas là où le chemin peut mener, mais allez plutôt là où il n'y a pas de chemin et puis faites votre trace. Et ça me va plutôt pas mal dans le sens où les gens qui m'ont utilisé dans les différentes entreprises ont su finalement exploiter ce savoir-faire qui est de dire finalement quand il semble ne pas avoir de passage ou que ça semble être très difficile, soit dans un mariage d'entreprise, soit dans une reprise, soit dans un retournement, soit dans une remise en dynamique d'un secteur. J'aime assez ce genre de challenge et finalement trouver le chemin qui va faire que la mayonnaise va prendre dans l'équipe et au niveau technique pour réussir finalement à apporter une réponse. Ok, donc tu es en quelque sorte un défricheur, un pionnier, certains pourront dire. Avant d'aborder ce que tu fais aujourd'hui, donc chez Ultima, qui est la marque de vélo, de mobilité d'une manière générale que tu as créée. Donc toi, tu as été vraiment bercé par le sport auto. Donc c'était une bonne partie de ta vie. C'était de l'ingénierie, c'est ça que tu faisais. Ouais. On peut faire une parenthèse, on peut faire une toute petite parenthèse. J'ai couru quelques années avec une voiture, avec plusieurs voitures, mais on m'appelait à cette époque-là plutôt le météorite. Tu vois, je passais vite, mais qu'une fois. Donc, il fallait me voir tout au début du rallye et après je disparaissais. Et j'ai très vite compris qu'en fait, j'avais pas cette dextérité qui font les grands pilotes. Et par contre, j'avais plein d'idées pour faire des belles voitures. Et donc, plutôt que de casser de la ferraille tous les week-ends, je me suis dit, mais autant que je mette mon savoir-faire au service des autres. Donc, ça a commencé par effectivement beaucoup de courses de rallye régionaux, nationaux. Ça m'a conduit à rencontrer des gens passionnés et passionnants. On a fait le championnat de France des rallyes dans différentes catégories. On a fait du circuit. J'ai du coup été repéré par des gens de Renault Sport qui, à l'époque, vu que moi je faisais tout ça en freelance les week-ends, Renault Sport m'a fait une offre de venir les rejoindre, puisque j'étais déjà chez Renault à l'époque. Je me suis retrouvé à la F1 un petit peu parachuté. J'étais pas du tout un spécialiste de la F1. Je me suis retrouvé parachuté à la F1 pour finalement redresser les équipes de production et puis les rechallenger, apporter un peu de nouveauté dans l'équipe de production, ce qui a été extraordinaire. J'ai rencontré des gens extrêmement brillant. Ça devait être incroyable. Ouais, c'était génial. C'était l'année c'était la période où Renault revenait sous la marque Renault châssis moteur et on voulait conquérir le titre avec un moteur qui n'était pas forcément le moteur pour gagner. Donc on faisait on passait beaucoup de temps et on passait beaucoup d'énergie pour essayer de faire marcher cet animal. Mais l'équipe a fait un travail remarquable. Et moi, ça s'est soldé étrangement parce que après 3 ans dans mon poste, j'avais dit tiens, au bout de 3 ans, j'aimerais faire autre chose. Et finalement, l'équipe de management de l'époque m'a dit mais on a une idée pour toi. Tu nous as défriché la production et t'as mis une certaine dynamique dans la production. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que tu rejoignes Renault Sport Technologies et que tu ailles monter les projets Mégane Trophy et Formula 3.5. Qui était un championnat européen des World Series que Renault venait d'acheter, mais il n'y avait pas de produit. Donc le produit François Sicard, il m'a dit Jérôme, je vais te faire un cahier des charges et puis ça va être à toi de dérouler le truc. On avait juste 12 mois pour faire 2 fois 30 bagnoles, les concevoir, les développer et les mettre en production pour pouvoir les livrer aux clients. C'était juste un projet irréaliste. Énorme. Qui nous a permis de faire des belles marques et de faire un extrêmement beau projet de sport automobile qui a vécu, je crois, 12 ans, les World Series. Donc, ça a été une vraie réussite technique et commerciale. Ok, génial. Et donc, ensuite, tu es passé plutôt sur des véhicules un peu moins compètes, plus gros.
Ouais, alors pas tout de suite les plus gros. Mm. Renault, quand Renault Sport et Renault F1 faisaient cohabiter les World Series, il y a eu un moment, il y a eu un coup de frein sur les World Series que la F1 avait besoin de beaucoup d'argent. Et donc, on l'a senti venir dans l'équipe. Donc, on s'est dit vite, il faut qu'on s'occupe de nous. Donc, moi, j'ai essayé de faire le maximum pour replacer toute mon équipe. On était 4-5 à travailler dans cette équipe à l'époque. Et moi, je suis parti rejoindre Renault qui lançait le projet Dacia et qui cherchait des pionniers là, pour aller en Roumanie, essayer d'aller défricher, structurer, mettre en place la R&D locale. On retrouve le pionnier, hein. Et quand on est arrivé là-bas, en Roumanie, c'était rigolo. Bon, l'usine existait, l'équipe produit, process était en train de faire tout le travail pour restructurer l'usine. Mais côté R&D, là où on s'est installé au début, c'était un champ, quoi. Il a fallu vraiment construire le building, monter l'équipe, recruter. C'était passionnant. Donc, on a fait le projet Dacia. J'ai participé au projet Dacia pendant 4 ans. Encore une fois, des rencontres extraordinaires. Je connaissais du passé, des années 90, j'avais passé du temps avec un homme qui s'appelait Gérard Détourbet, qui nous a quittés, qui était un passionné chez Renault, un homme passionné et passionnant qui a fait beaucoup pour les programmes low cost de Renault et beaucoup pour des programmes comme Kwid, comme Dacia, etc. Et se retrouver avec cet homme-là à travailler sur le programme Logan, le programme Duster, c'était du challenge de tous les jours. Ouais, ça devait être une super... Faire cette fameuse voiture à 5 000 € dont je faisais rêver, Mm. avait rêvé, puisqu'à l'époque, après on a changé de présidence, mais c'était pas gagné d'avance. Mais clairement, la voiture, elle avait... ce que je veux dire par là, c'est que faire une voiture à 5 000 €, c'est aussi compliqué quasiment que de faire des pièces de Formule 1. C'est-à-dire que le challenge est complètement différent, sauf que faire une voiture fiable, puisque c'est une voiture qui a fait référence en termes de fiabilité, mais faire une voiture fiable et donc pas chère, et être capable d'en produire 5000 par jour avec ce même niveau de qualité, c'est vraiment un travail de titan, quoi. Et donc, juste après ça, moi, j'ai été aspiré par l'équipe en avance de phase du rachat d'Avtovaz, donc Lada en Russie. Ils ont envoyé quelques pionniers en Russie pour aller finalement essayer de bâtir les fondations, essayer de voir ce qu'on pouvait faire ensemble et comment on pouvait collaborer. Donc là, je me suis retrouvé encore avec une équipe géniale de locaux, de Japonais et de Français, parce qu'on était 3 nations là, à essayer de cohabiter et définir quel pouvait être le plan de l'Alliance en Russie. Donc là, moi, j'ai participé à l'élaboration du plan, et puis ensuite, au début de sa mise en œuvre. Et avant d'être aspiré par les fameuses grosses voitures dont tu parlais, j'ai été aspiré par Jaguar Land Rover qui m'a demandé de venir m'occuper de toute l'installation du Power Pack, donc le refroidissement, l'échappement, l'admission, la driveline, la chaîne de la transmission, les boîtes de vitesse et puis les moteurs électriques. Donc j'avais un gros périmètre chez Jaguar Land Rover et là je me suis éclaté aussi pendant 4-5 ans là à faire je suis arrivé chez Jaguar Land Rover au plus beau moment. Evoque venait d'être lancé, il y avait toute la gamme à développer, Velar, F-Pace, E-Pace, iPace. C'était vraiment une époque magique avec beaucoup de recrutement, staffer des équipes, s'organiser. Moi, ils m'ont principalement recruté pour ça. C'était pour qu'on mette en place une organisation, qu'on fasse en place que l'ingénierie fonctionne et qu'on arrive à faire ces produits remarquables. Donc, j'y ai passé 4-5 super années. Par contre, comme tu le sais, ça a été un déclic pour moi. C'est que je pense que ça a été le moment aussi où j'ai réalisé qu'on était en train de se tromper. C'est-à-dire... autant je m'éclatais, que les voitures étaient passionnantes, autant j'avais des états d'âme quand je me disais qu'on était en train de faire des voitures de 2,5 tonnes pour déplacer une personne en moyenne par jour. Et ça a commencé vraiment à me tirailler dans ma tête en me disant, mais il est où le cycliste versus les voitures que j'étais en train de développer ou l'homme de la petite mobilité que je revendiquais par ailleurs dans ma société de consulting et ce que je faisais au quotidien. Et j'ai commencé donc à essayer de faire des recommandations stratégiques à cet employeur en lui disant on pourrait faire des choses plus petites, etc. Et je n'ai pas su convaincre, donc j'ai rebondi différemment à ce moment-là. Ok. Et donc c'est à partir de là donc, que si on fait un peu une avance rapide ou même pas d'ailleurs, c'est à partir de là que tu as commencé à faire un switch et de rentrer chez Valeo. C'est ça qui a provoqué l'arrivée sur des projets plutôt mobilité, avec non seulement du vélo mais en plus d'autres engins de mobilité.
Alors, coïncidence, en fait, hein, comme je te disais, j'ai toujours fait du consulting depuis les années 2000. Dans un premier temps, je m'étais créé ma société indépendante pour pouvoir facturer quand je travaillais les week-ends sur les courses ou des choses comme ça. Et puis, ça a dérivé progressivement où j'ai commencé à faire du conseil et à aider des entreprises qui se posaient des questions en termes d'organisation et de structure, ration. Et je me suis retrouvé donc à ce moment-là questionné par Valeo qui disait mais finalement nous on ne sait pas trop comment se diversifier. On voit que l'automobile est en train de stagner et il faut qu'on, du coup, si on veut continuer à croître et à être bien présent sur tous les marchés, il faut sûrement qu'on se diversifie. Et une personne que j'estime beaucoup là qui s'appelle Michel Forissier m'a demandé finalement mon avis si j'avais pas des gens à recommander. Et puis je dis, ben, si, ça tombe bien. Regarde, moi, j'ai des états d'âme là où je suis en ce moment. Est-ce que finalement, tu me donnerais pas un os à ronger? Donc, d'abord, un peu à travers le consulting. Et puis, assez très vite, on a vu qu'on allait pouvoir bien s'entendre. Et que mes propositions aussi farfelues étaient telles. Comme disait Michel, il aimait à dire les fanfreluches. Donc, aussi farfelues étaient les propositions, c'est que Michel il disait mais en fait je vois un écho avec ce qu'on est en train de faire en interne avec le 48 volts, etc. Et on peut effectivement imaginer des diversifications du 48 volts. Alors juste pour être très clair et très honnête, au début il y avait vraiment de tout, c'est-à-dire aussi bien de la diversification sport automobile que de la diversification véhicule niche, que du Fenwick, que du véhicule à 3 roues. Et donc, au début, dans ces bulles un peu de marketing et comment on voyait imaginer repositionner des produits, on n'était pas tout à fait clair sur la façon dont le marché allait embrasser les solutions, en fait. Et donc, après quelques études où j'étais externe, donc Valeo m'a fait une proposition, j'ai rejoint Valeo pour monter une équipe petite mobilité. Donc là, c'était quand même génial. Tu te retrouves entrepreneur et tu as un sponsor principal au quotidien ou un actionnaire au principal qui s'appelle Valeo. Donc, tu es assez serein pour dire je peux me concentrer sur ma stratégie. Je sais que j'ai les reins solides, quoi. Et qu'ici, je comprends bien, tu as donné les outils et les ressources pour justement défricher les meilleures options, les meilleures pistes autour de la mobilité, en fait. Ouais, alors. Première chose, Valeo, effectivement, m'a laissé staffer. Et chez Valeo, il y a une population énorme de gens brillants. Donc, quand tu te retrouves avec plein de gens brillants, avec diverses origines, et que globalement, tu peux, toi, commencer à faire ton rôle de chef d'orchestre, et que tu as les moyens pour le faire, et qu'on te dit, tu t'installes là, tu mets ton équipe. Et puis, Valeo a fait un truc génial. Je pense que c'est pareil sous l'impulsion de Michel, mais Jacques Aschenbroich, il tenait aussi. C'est qu'ils m'ont laissé tranquille. Ils m'ont dit, écoute, on va te laisser 2 ans et demi, 3 ans tranquille, parce que tu as besoin de tranquillité pour que tu ailles tester des concepts. Et par contre, là, très vite, on a très vite senti que, contrairement aux véhicules de sport, aux petits véhicules niche, il y avait vraiment peu de volume et que c'était compliqué. On a senti une énorme traction sur la nouvelle mobilité. Donc, on a commencé par le système de propulsion d'Ami One. Il y a eu des systèmes de propulsion de 3 roues en Inde, des systèmes de propulsion de 2 roues sur lesquels on a commencé à investiguer. Et puis, étant passionné de vélo et d'activités un peu vraiment micro-mobilité, on va dire, il y a un moment, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse une offre, qu'on travaille sur une offre vélo. Et si on fait une offre vélo, il faut qu'on arrive avec quelque chose qui est vraiment différent. Donc, on avait toujours ce 48 volts, alors que le vélo, il plafonnait à 36 volts et on a l'option 48 volts qui peut être un vrai bénéfice sur l'efficacité du système. Puis on s'est dit, mais Continental avait essayé il y a quelques années d'intégrer un variateur et avait abandonné le projet. Et on s'est dit, mais non, mais effectivement, il y a un concept, il faut qu'on remette tout le savoir-faire automobile, aussi bien la boîte de vitesse, mais la boîte de vitesse automatisée, et puis des fonctions connectées du type désactivation à distance, contrôle de la localisation, suivi des performances, suivi des problèmes de maintenance, etc. Donc, en fait, quand tu dis tout ce qui existe dans l'automobile, qui sont des briques, qui sont bien au point, bien développées, si tu les mets toutes dans un système de vélo, tu te dis, je peux très vite arriver avec un système qui va faire la révolution. Alors, et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a imaginé. On a travaillé avec l'équipe, on a commencé à concevoir ce projet. Et alors, ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est
quelle est la part, de responsabilité de la passion que tu as pour le vélo dans la création, la naissance de ce projet chez Valeo? Parce que, je précise mon propos, mais ça serait tombé sur quelqu'un qui venait 100% de l'automobile, qui travaillerait sur la nouvelle mobilité. Peut-être que Valeo n'aura jamais fait de vélo. Est-ce que tu penses que ça serait arrivé sans toi, et est-ce que ça serait arrivé sans ta passion pour le vélo? Alors, j'en sais rien. D'une part, j'en sais rien, mais d'autre part, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement la façon dont tu prends tes dossiers, mais je peux te dire que j'avais pris le dossier à Miwan avec autant de cœur et autant de passion, alors que sur le papier, au départ, le sujet à Miwan, après Twizy qui était né dans les années 2000 et qui n'avait pas été un grand succès, on regardait ce truc-là avec un peu de prudence. Mais donc, je me suis lancé sur le projet avec passion, ça c'est sûr, comme toutes les choses sur lesquelles je me lance. Et après, je pense que j'ai eu de la chance. Mais tu sais, la chance, ça se provoque, mais en fait, il faut sentir. Et très vite, il y a eu des belles rencontres. C'est-à-dire qu'on avait imaginé dans un premier temps faire une boîte très compacte avec un train épicycloïdal, un concept sur lequel je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on a très vite vu qu'on partait dans une usine à gaz. Et puis, on faisait à ce moment-là tous les proto-vélos avec le soutien de Caminade. Caminade, j'en ai parlé pendant l'intro, Brice Epaï, qui est resté un ami et à qui on est resté toujours très proche. Il m'aidait à faire des vélos où globalement les essayeurs ne se faisaient pas peur, pour être sûr que les essayeurs soient en confiance sur le vélo, parce qu'ils étaient là pour essayer un moteur avant tout. Et puis, Brice me dit, en fait, en train d'évaluer des systèmes, donc moi j'étais très orienté vers le N-Violo, donc le variateur, on regardait les trains épicycloïdaux. Je rêvais du système Rivante, mais Rivante a breveté, c'est ce système à double moteur et qui est forcément beaucoup plus cher parce qu'il y a deux moteurs en action, deux contrôleurs, etc. Et Rivante l'avait breveté, je discutais avec eux, mais je voyais bien qu'il n'y avait pas moyen d'avancer. Et j'ai rencontré l'équipe Effigear. Et puis là, tu sais, c'est comme notre mariage sur LinkedIn, si tu veux. C'est quand tu rencontres des gens et que tu dis ça fit tout de suite, tu discutes, tu vas tout de suite à des choses assez concrètes, pragmatiques, etc. Tu dis, voilà, je pense qu'on a trouvé au travers des gens de chez Effigear, des gens qui avaient envie de travailler avec nous. Donc, l'idée, c'était pas d'intégrer la boîte Effigear dans le moteur Valeo. L'idée, c'était de reprendre le brevet qu'avait inventé Effigear, qui est avec un système de blocage des pignons, un peu comme une roue libre, d'ailleurs, pour revenir sur le nom de ton podcast. Et ce système-là, c'était comment on l'intégrait dans le système que Valeo est en train de dessiner. Après, ça n'a pas été que ça. Après, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été très positifs à ce moment-là. C'est que on a fait une première preuve de concept qui, par un concours de circonstances, a fait qu'on s'est retrouvé à Bayen, qui était l'ancien siège de Valeo, avec le vélo et le directoire qui était là présent. Et donc, Jacques Hachenbrois, qui est cycliste, qui fait du VTT, a essayé le vélo, un essai extraordinaire. Et le lendemain, elle a fait essayer à l'ensemble du comité. Et en quelques heures, on s'est retrouvé d'une situation en disant ce sujet-là est un sujet exploratoire où globalement il n'y a rien de décidé, un sujet où il n'était pas pour autant décidé, mais il avait l'aval et le support de tout le comité de direction qui a globalement avait trouvé l'idée géniale quand ils ont tous essayé le vélo, y compris un ou deux cyclistes dans la bande. Ils ont dit mais c'est plus un vélo, ce n'est plus un vélo. Et effectivement, un moteur Valeo, ce qu'il apporte au vélo par rapport aux autres systèmes, pour moi, je trouve qu'il permet de redonner aux cyclistes toute la liberté de se concentrer sur l'environnement. Donc, on en est tous très sensibles, tu sais, la sécurité, c'est... je lisais un article l'autre jour, là, c'est 40% des cyclistes parisiens, quand ils prennent leur vélo le matin, ils ont peur. Donc, en fait, c'est sûr que ça fait peur de rouler dans cet environnement qui est encore mal dessiné entre véhicules, vélos, etc., entre les voitures, les vélos, les bus, etc. Et tu as plutôt intérêt à être concentré sur ton environnement. Et si en plus, on te demande d'être concentré sur ton environnement, mais que tu as un dérailleur à 12 vitesses, 3 niveaux d'assistance, un afficheur qui n'est pas clair,
tu passes ton temps à regarder ton guidon et pas regarder ta route. Donc, Hmm. c'est qu'est-ce qu'on peut amener c'était ça l'idée de Valeo, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut amener en amenant toutes ces technos automobiles au monde du vélo et comment on peut aider. Ok. Et là, je pense que ce moteur, c'est que le début d'une histoire pour moi, pour Valeo. Et alors, est-ce que je trouve super intéressant cette approche dont on avait jusqu'ici pas trop parlé, et cette approche de limiter en fait le niveau de réflexion que l'utilisateur doit avoir pour utiliser son vélo. Jusqu'ici, en tant qu'utilisateur, moi j'utilise donc des vélos assistance électrique avec des dérailleurs, 12 vitesses, etc. Parfois des commandes au guidon pour bloquer les suspensions, monter la tige de selle, enfin le cockpit c'est vraiment complexe quoi. Donc si je comprends bien l'approche Valeo, c'est de dire en tant qu'utilisateur, j'ai le minimum d'efforts à fournir de manière, enfin cognitivement parlant, pour utiliser mon vélo. Comme ça, je peux me concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir là où je vais, ma sécurité et mon expérience du vélo. Et en fait, c'est intéressant de comprendre ça, puisque jusqu'ici, on se disait simplement, on comprenait cette approche de boîte de vitesse par le prisme. On limite en fait, on facilite simplement, c'est-à-dire qu'on limite la complexité. On sait que les utilisateurs de vélo, les nouveaux, on va dire, utilisateurs de vélo, comprennent pas tout à fait toujours l'intérêt des vitesses, surtout quand il y a un moteur à assistance électrique. Parce qu'il reste toujours sur la même vitesse puisque le moteur fournit l'énergie et donc on n'a pas vraiment besoin de changer les vitesses. Donc ça crée de l'usure prématurée sur certaines pièces du vélo, notamment la transmission, la chaîne, les pignons du bas. Et donc avec ce que tu dis, on est complètement sur un autre registre qui est, on va simplifier l'expérience d'utilisation du vélo des utilisateurs pour leur permettre de se concentrer sur leur sécurité, en fait, et leur expérience simple. C'est ça ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, et si tu fais le parallèle que j'ai déjà dû te faire en disant, tu dis, moi, tu roules avec une boîte automatique pendant... tu es un fan de la boîte manuelle sur une voiture et tu roules dans une boîte automatique pendant une semaine, finalement, quand tu fais ton trajet quotidien et que tu reviens avec ta boîte manuelle, tu te dis, bon, la boîte manuelle, je l'aime bien le week-end quand je vais visiter mes copains de Morsy ou que je vais me promener dans une vallée sympa, mais globalement, la semaine, j'en ai pas forcément besoin de changer mes vitesses, de débrayer, etc. Donc en fait, surtout si c'est pas comment... dans les bouchons, quoi. Ouais, c'est comment les gens qui commutent, donc qui font des voyages quotidiens, qui sont simplement, allez, ils vont d'un point A à un point B pour leur travail. Ce qu'ils veulent, c'est consommer le moins d'énergie possible, être en sécurité, être confortable sur leur vélo, etc. Ces gens-là, tu te dis que 80% du temps, il faut qu'on les aide, c'est-à-dire essayer de mettre le rapport qui convient le mieux, le niveau d'assistance qui leur convient le mieux, essayer de mesurer et de scruter leur cadence de pédalage, leur niveau d'effort, et essayer de voir dans quel état d'esprit ils sont par finalement la mesure de l'information qu'on peut récupérer. Et puis, sur cette base-là, faire une proposition de calibration. Et c'est là où je dis oui et non, c'est parce que le système fait une proposition. Après, si le cycliste dit attends, t'as pas bien compris, oui, j'ai démarré doucement, etc., mais aujourd'hui, je suis plutôt en mode j'ai envie de m'amuser, et tu as toujours un ou deux boutons au guidon et tu peux reprendre les vitesses et les changer à ton souhait, les changer à ta guise, mettre le niveau d'assistance que toi, tu décides et faire en sorte que tu reprennes la main. Donc, en fait, c'est qui peut le plus, peut le moins. Et ça évite, je pense, un système comme ça, de voir, moi, ce que je vois tous les soirs, parce que j'ai un voisin que j'adore, je vois tous les soirs remonter avec un vélo très haut de gamme avec un moteur assez puissant. Il est tous les soirs en danseuse en montant devant ma maison. Et alors qu'il n'a pas besoin d'être en danseuse, hein, mais je pense qu'il ne sait juste pas changer les rapports. Il fait partie de ces clients qui va amener son vélo en révision et il y aura un sprocket d'usé, alors qu'il en a 7 derrière ou 8, j'en sais rien. Mais voilà, quoi. Donc, c'est comment on répond à ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, hein, comment on arrive à sortir les gens de la complexité du vélo
et on essaye finalement de faire un peu le non-cycliste quand on conçoit, quoi, et pour apporter une offre. Je pense que ce qui nous motive vraiment, ce qui a motivé l'équipe dans l'exercice de travail qu'on avait fait quand on a développé ce concept, c'est de se pencher pas sur les 40%. Dans les gens qui adoptent du vélo aujourd'hui dans les grosses villes, il y en a plus de 50%. Hein. C'est des gens qui n'ont jamais fait de vélo. Donc, c'est pas se concentrer sur les 50 qui ont déjà fait du vélo, parce que ceux-là, on sait ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous dire, ah bah moi, le vélo, je connais, je sais ce que je veux. Puis il y a ceux qui connaissent pas le vélo. Et c'est ceux-là, finalement, qui sont intéressants à écouter en disant, qu'est-ce qui te freine à utiliser ton vélo tous les jours? Alors, évidemment, l'environnement, la sécurité, les voies à contresens, bon, ça, on peut pas y faire grand-chose. Par contre, il y a des choses, quand le client, il vous explique, il vous dit, moi, tu comprends, c'est bizarre, là, je monte, là, je descends, idéalement, il aurait fallu que le vélo change de mode, s'adapte, etc. Et je dis, bah ouais, donc idéalement, tout ce que tu es en train de suggérer, c'est pas du tout inconcevable et ça existe dans le monde de l'automobile. Je vais prendre un autre exemple qui est génial, c'est dans l'automobile, aujourd'hui, quand tu as une boîte automatique, si tu partages la voiture dans la famille, tu as déjà dû te rendre compte que la voiture, elle s'adapte si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui la conduit. Et que la voiture, la calibration va apprendre en fait comment tu conduis, comment tu te comportes, est-ce que tu laisses plus le moteur monter dans les tours, est-ce que tu es plutôt un peu plus énergie, je sais pas comment je vais dire, un peu plus dynamique ou un peu plus smooth, calme. Et ben le vélo, on peut faire la même chose. On peut imaginer que le vélo finalement il s'adapte à différentes personnes, mais aussi à ta propre personne selon l'état d'esprit dans lequel tu es. Et tout ça, c'est rien de sorcier, hein. C'est quelques lignes de code, c'est un petit peu c'est même pas de l'intelligence artificielle, hein. Finalement, c'est de la calibration sur des paramètres qu'on a définis et des hypothèses de départ qu'on a définies, et tu arrives à faire quelque chose de brillant. Et si tu veux, nous, quand on a commencé à avancer dans cette logique avec l'équipe Valeo de petite mobilité, plusieurs fois, on s'est retrouvé dans des design reviews et en train de réfléchir. On s'est dit, mais pourquoi personne n'y a pensé avant? Parce que ça paraissait tellement élémentaire ce qu'on était en train d'imaginer qu'on s'est dit, c'est bizarre que les gens n'y aient pas pensé avant. Ce qui me laisse penser que beaucoup sont en train de s'y mettre parce qu'en fait, aujourd'hui, on a toutes les boîtes à outils pour le faire. Que Valeo a ouvert une porte et je pense que c'est pas le dernier. Mais une question que je me posais par rapport à ça, plus récemment, quand on voit nos amis de Giant, Specialized, avec les difficultés qu'ils rencontrent en ce moment, enfin, on va dire que l'industrie rencontre quelques difficultés, mais on se rend compte aussi que ces gros acteurs ne sont pas les mieux placés en termes de mobilité. Et donc, ils peuvent avoir développé certains des vélos les plus incroyables qui existent, en enduro descente, cross-country, etc. Mais sur tous les aspects mobilité, on constate que ces gens-là sont beaucoup moins des références. Alors que, on pourrait se dire, oui, vous êtes les plus gros, vous êtes les plus forts. Et je trouve ça intéressant aussi de constater que les mieux placés en termes de mobilité sont déjà plutôt en Europe, donc Allemagne, France, Pays-Bas, on va dire pays nordiques, et que ce sont des petites entreprises, en quelque sorte, face à ces énormes mastodontes, qui portent en fait des idées les plus innovantes dans les domaines de la mobilité. Selon toi, pourquoi est-ce que des marques comme, on parle Giant, Specialized, même un peu Scott, pourquoi est-ce que ces grosses marques, jusqu'ici, ne sont pas les meilleures dans la mobilité? Qu'est-ce qui explique ça? Alors, je peux te contredire. Mais alors contredis-moi. Tu prends et je te contredis avec bien sûr, avec beaucoup de pour essayer de bien engager la discussion et de bien se comprendre. Tu prends un look, tu prends un time, tu prends un Axel Group avec certaines de ces marques où ils font pas mal d'innovations. Tu prends un Common Cell. Tout le monde innove. Tout le monde innove chaque année avec des trucs plutôt brillants. Moi, je te vois essayer tout ce que tu essayes là comme vélo. On voit que chacun y va de sa petite brique, etc. Mais plutôt dans du domaine performance, là, on parle. Hein. Ouais, perfo, mais en fait, bon,
Ouais, mais tu as raison. Plutôt domaine perfo. Tous ces gens-là, ils nous emmènent plutôt vers la perfo. Après, le gros avantage qu'ont les startups, donc c'est pour ça que je dis, je te contredis, mais pas complètement. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, quand tu pars après dans les startups, souvent, les startups, ce dont tu te rends compte, la principale différence qu'elles ont par rapport à ces grosses entreprises, c'est que finalement, ils partent de la feuille blanche. Et quand tu pars de la feuille blanche, bah, tu n'as pas un ou deux paramètres que tu veux faire évoluer, tu as tout à dessiner, quoi. Et donc, tu te dis, bon, bah, allez, quelle brique techno j'embarque sur le cadre, quelle brique techno j'embarque sur la fourche, quelle brique techno j'embarque sur le moteur, quelle brique techno j'embarque sur l'IoT, quelle brique techno j'embarque sur l'interface homme-machine. Et forcément, tu te dis, bah, les startups, elles innovent quand même vachement plus, parce que d'un seul coup, quand tu regardes un projet d'une startup, souvent un beau vélo d'une startup ou un objet de mobilité, parce que c'est pas que des vélos, hein, il y a des speed bikes, des petites motos, etc. Tu les regardes, tu te dis, mais c'est extraordinaire, ils ont embarqué 10 briques technologiques que les autres, finalement, avancent petit à petit. Alors justement, est-ce que tu as Bon, vu récemment, excuse-moi, mais est-ce que tu as vu des startups, des projets, des choses incroyables qui t'ont fait tiquer là dernièrement? euh, ouais, j'ai vu des choses, alors à différentes échelles, bien sûr. Moi, je suis en ce moment très, très attaché à regarder de près ce que font les sociétés au niveau de la connectivité, du facile à utiliser. Tu sais, le truc où tu amènes ton smartphone près du vélo, le vélo il se déconnecte, le vélo il fonctionne directement, le vélo il te retransmet des informations via ton smartphone sur la façon dont tu l'utilises, comment tu peux faire, etc. Donc, moi, ça, c'est des choses auxquelles je suis assez sensible parce que je pense que beaucoup de clients aujourd'hui ont besoin de cette qualité d'interface et c'est pas facile à mettre en œuvre. Savoir que c'est pas facile parce que on a des problèmes de safety, de cybersécurité, etc. Et donc, quand tu vois des exemples au travers de clients ou de marques où tu te dis waouh, c'est bien pensé, tu te dis bah voilà, t'es plutôt content quand tu te dis tiens, je peux imaginer avec mon téléphone déployer un programme d'entraînement, déployer un programme presque un peu un hybride entre ce que fait Garmin sur ses montres et ce que le vélo peut apporter derrière. Tu te dis, bah, là, il y a vraiment des choses qui vont révolutionner le futur, hein. Il me semble que tu avais essayé il n'y a pas très longtemps un vélo d'une marque que j'aime beaucoup, qui avait énormément travaillé sur la connectivité et sur tout ce que le vélo peut faire. Ouais, Grape. Donc, ouais, Grape, ouais. J'aime pas trop donner les noms des marques, hein, donc Ouais. n'attends pas de moi. Mais je vais te Non, donner mais un autre t'inquiète. exemple de ce que j'aime en connectivité. C'est, je suis convaincu que demain, on aura tous des casques où l'interface homme-machine sera dans la visière du casque. Et l'interface homme-machine, elle peut nous donner, tiens, tu arrives à un carrefour, eh ben, je peux juste t'informer que dans cette route que tu vois pas parce que tu es dans New York, une rue en aveugle, et simplement, elle te dit, il y a 4 voitures qui arrivent sur la droite, il y a un bus qui arrive sur la gauche. Tout ça, on peut l'imaginer. Tu vois, je vais revenir à Valeo, mais Valeo parle beaucoup de ces modèles de connectivité. Tu sais, Valeo faisait une démonstration de tout ce qui faisait des fonctions de sécurité qu'ils étaient en train de mettre en œuvre, où tu vois, tu es derrière un camion et tu vois au travers de ton écran ce qu'il y a devant le camion. Donc ça, Ah oui, on avait vu ça, ouais. C'est très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est pas en soi, les briques techno, elles existent. Donc demain, le vélo, qui est quand même un objet qui est très vulnérable dans l'environnement, et que tu imagines que quand tu es face à un bus, bah, tu perds. Donc forcément, si tu sais à l'avance qu'il y a un bus qui arrive, tu peux te permettre de dire bah tiens là je vais prendre les freins parce qu'il est quand même pas loin et puis il arrive juste sur là où je vais arriver. Donc voilà, c'est toutes ces choses là qui moi me passionnent beaucoup. Donc ça c'est une première brique et je regarde ça avec beaucoup d'attention. T'as vu des exemples justement des choses alors ouais, j'ai vu des tu voulais choses. pas J'ai vu des citer de choses aux marque mais États-Unis, au CES dernièrement, il y avait des vélos connectés qui arrivent avec des choses comme ça. Ouais. Et ça va être génial, Tayo. Il faut vraiment, ça va faire une percée énorme dans le monde dans le monde de la mobilité parce que on va se sentir un peu plus en sécurité que l'on est aujourd'hui. Et puis finalement, pour avoir le HMI, il faut que tu mettes ton casque. Donc en plus, ça t'oblige à mettre ton casque. Donc c'est double safety. Donc toi, tu penses ça, que la connectivité sur les vélos, peut-être donc avec smartphone, avec casque, on va dire le fait d'avoir de l'information,
d'enrichir finalement l'expérience avec de la data. Qu'est-ce qui se passe autour? Qu'est-ce qui va se passer? Euh, Toi, tu penses que c'est ça qui va arriver et qui va faire la différence sur Mais qui la doit mobilité arriver. demain? Regarde, je vais te donner un autre exemple. Tu es aux États-Unis, tu as un vélo qui roule à 33 km/h, ce qui est rapide. Hein. Moi, on est en train de faire des versions américaines là, de Ultima. 33, ça va vite. Et bah, tu arrives dans une zone piéton à forte fréquentation, et bah, ton vélo il est au courant, le GPS il a l'information, on sait qu'on est dans cette zone, et bah, pourquoi pas à ce moment-là brider le vélo à 20 km/h en disant bah voilà, tu es rentré dans une zone à 20, on bride le vélo à 20, et puis après quand on repart dans une zone plus standard de circulation avec une voie cyclable un peu haut de gamme, et bah, pas de problème, on le remet à 33. Et du coup, en France, il y a un long débat en disant ouais, mais 25 c'est pas assez, ce serait bien qu'on roule un peu plus vite, etc. Oui, mais dans certains cas, 25 c'est trop. Donc, en fait, c'est comment finalement on aide la mobilité avec des outils et des artifices à s'adapter à l'environnement dans lequel elle évolue. Je pense que ça, c'est indispensable. Je pense que c'est indispensable et ce sera sûrement un des seuls moyens pour que le législateur dise ah oui, je peux maintenant peut-être débrider certains critères parce que le législateur, quand il voit que c'est dangereux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tranche basse. Hein. Mm. Il dit je coupe par le bas parce que au moins je nivelle par le bas, je suis sûr qu'il n'y a pas de risque. Sauf que quand tu es limité à 25 et que tu te fais un voyage rural, un commuting rural, je prends ma maman par exemple, là, elle habite en province, en Meurthe-et-Moselle, à côté des Vosges, là, et quand elle fait un commuting de 7 km entre deux villages, je suis désolé, à 25, elle s'embête, quoi. Mm. Elle est sur des voies sur berge, elle suit un canal, elle pourrait rouler à 33 ou peut-être même à 45. Mais du coup, comment on fait pour que voilà, on s'adapte à tout ça? Donc ça, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que c'est une brique, mais je parle que d'une brique. Après, l'autre brique, c'est que je regarde avec beaucoup d'attention, et parce que ça, c'est une passion que j'ai depuis des années, c'est l'industrialisation. C'est comment on sait faire localement, des produits. En prenant en compte que notre main-d'œuvre, elle est plus chère qu'une main-d'œuvre chinoise, même si ça tend à se réduire, et heureusement pour les Chinois. Mais comment on tend à faire des composants localement, avec un prix qui reste compétitif par rapport justement à l'Asie, pour ne pas les citer. Et ça m'intéresse, c'est-à-dire comment tu mets l'innovation là, au service de la localisation, parce que la localisation, j'y reviendrai tout à l'heure, Taïo, mais je suis convaincu que c'est la clé, quoi. C'est juste aujourd'hui pas acceptable de dire que tu vas dans un magasin de vélo, tu vois un beau vélo qui te plaît, tu demandes ta taille, ta couleur, et on t'explique qu'il faut attendre 12 mois pour l'avoir. Tu te dis, mais dans quel monde je vis, quoi. Donc, Alors apparemment, c'est plus tout à fait ça. Donc là, au moment où on se parle, là où on enregistre ce podcast, on est le 7 février. Et bon, tu as dû voir aussi que cette situation dont tu parles est plus tout à fait autant d'actualité qu'elle l'était il y a quelques mois. Je suis pas d'accord avec toi parce que Après, ça dépend sur les modèles. Je vois bien ce que sur le je gravel, ce qu'on visite dans les magasins et je vois que les magasins sont pleins comme des œufs. Sur le gravel, par contre, on est toujours très tendu, mais par contre sur les autres vélos, il y a du stock. Ouais. Donc effectivement, les magasins sont remplis. Mais malgré tout, si tu veux, quand tu demandes un projet un peu atypique, quand il est fabriqué, faut dire concrètement, hein, quand tu demandes un cadre un peu sur mesure et que ton cadre il est fabriqué à l'autre bout du globe ou quelque part en Tunisie ou je ne sais où, forcément, t'as pas la même dynamique que si ton cadre il est fabriqué à 100 km de ton usine d'assemblage. Et c'est là-dessus sur lequel j'insiste, c'est que tout cet écosystème qui a pendant des années finalement dévaloriser et considérer certaines commodités comme des commodités qui n'avaient pas de valeur. Ce qui avait de la valeur, c'était la définition produit, le marketing, etc. Moi, je suis plutôt partisan, et j'en suis intimement convaincu, hein, c'est qu'il n'y a pas d'ingé produit s'il n'y a pas de produit et d'usine à côté, quoi. Il faut arrêter de rêver, quoi. Les mecs qui disent « moi, je suis ingé produit, mais mon usine elle est à 5000 km de mon bureau », ça me donne vite une idée de qui va devenir l'ingé produit dans quelques temps, quoi. L'ingé produit, dans quelques temps, il sera après de l'usine, quoi. Donc c'est là-dessus, c'est sur ce point-là où moi je suis intimement convaincu, c'est que
nos équipes. Tu vois, moi, je suis avec Brice, là, qui est le patron de Caminade. Je vois, par exemple, un petit exemple comme Caminade, qui est une petite entreprise où tout le monde travaille les uns avec les autres, etc. Et quand on a un problème, on n'appelle pas l'usine pour lui dire j'ai un problème, débrouille-toi, traite-le. C'est tout le monde se met autour de la table, on essaie de trouver le meilleur compromis technico-économique pour finalement apporter une offre au client. Mais ça, Et ça moi, c'est marche ça quand qui me tu es en passionne. local, du coup. Oui, Ça ne peut marcher que quand tu es en local. ouais, ça marche quand tu es en local. Et du coup, ça permet, toute cette logique, si tu veux, Tayo, elle permet de dire, en ramenant les choses au plus proche finalement de l'utilisateur et des gens qui développent et des gens qui conçoivent, etc., en recentrant, tu fais des choses, tu fais des choses un peu différemment. Je vais, je vais pas te surprendre, mais tu le sais, regarde, finalement, quand tu regardes ces grosses marques de vélo qui sont, qui font pignon sur rue, qui sont les références d'aujourd'hui, si tu regardes où sont leurs bureaux d'études aujourd'hui, tu vois bien ils sont jamais trop éloignés du client, hein. Si tu veux faire un vélo pour les Européens, tu es sûrement basé en Europe. Après, si tu veux bien optimiser un truc qui m'est cher, moi, parce que ça a été mis dans mes neurones très petits dans le monde de l'industrie, c'est quand tu veux faire du produit process, c'est la même chose. Tu peux pas faire du produit et du process si tu sépares le produit de l'indus. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu sais optimiser un produit et un process quand finalement tu travailles main dans la main. Et les gens qui ont imaginé quelque temps en disant ouais, on va délocaliser, on va garder le produit et le savoir-faire produit ici, c'est pas vrai. Le savoir-faire produit, il est parti avec le process. Alors, toutes Donc les... c'est cette mariage, c'est cette Hmm. alchimie qui fait que tu provoques l'innovation, qui fait que tu arrives avec une solution en rupture, tu fais différemment. C'est parce que produit et process travaillent main dans la main. Hmm. Et si tu casses ça, tu fais un homme produit dans sa tour d'argent qui imagine des trucs que l'industriel, dans tous les cas, il ne saura pas faire, et puis un industriel qui est en train de prendre la main sur le produit et qui fait des propositions que l'homme produit n'a pas vu venir, et Hmm. tu crées de la cacophonie. Alors, moi j'ai un très bon exemple d'équipe produit qui est plus proche en fait de l'utilisateur final. Je vais citer une marque, mais c'est nos amis de chez Santa Cruz. Santa Cruz, c'est une marque californienne et qui a, par, on va dire, les différentes acquisitions, a recentré son équipe produit en Europe. Et donc maintenant, c'est des gens qui sont basés à Morzine et en fait qui comprennent les besoins des utilisateurs, notamment des utilisateurs européens. Et ce que ça leur a permis de faire, c'est ça leur a simplement permis de créer des meilleurs produits qui sont plus adaptés aux attentes des utilisateurs. Alors ça, c'est juste un exemple. Et c'est une marque, on va dire, très haut de gamme, plutôt orientée, on va dire, VTT et puis performance, donc pas forcément pour tout le monde. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement, cette marque qui est californienne, on va dire, un peu au cœur de la meule de ce qui se fait en termes de vélo aux États-Unis, qui est un peu là où le VTT est né d'une certaine manière. Euh, il y a un peu plus de, il y a un peu plus de 30 ans, parlant de 40. C'est des gens qui se sont dit, qui ont eu cette approche de se dire, oui, ok, on est peut-être des Américains, mais en fait, en Europe, c'est là où ça se passe, c'est là où on peut avoir les meilleurs insights pour faire des meilleurs vélos. Voilà, je trouve que c'est un super exemple. Euh, Maintenant, je voulais savoir quel... parce qu'on parle beaucoup de... évidemment, donc le niveau de vie en Asie, et il y a pas mal de difficultés qui font que c'est moins intéressant aujourd'hui euh, de faire fabriquer en Asie, notamment à Taïwan. Et mais on a toujours cette logique de coût. Moi, ce qui m'intéresse, je te demande en tant qu'expert, aujourd'hui, est-ce qu'on a un gap qui est toujours aussi important entre de la production française et européenne et la production en Asie? Et quel est ce gap, je sais pas, en termes de pourcentage, comment est-ce qu'on peut évaluer donc, cette différence de prix entre ce qui est fait en France ou en Europe et ce qui peut être fait en Asie? En gros, est-ce que fabriquer en Asie, est-ce que c'est toujours aussi rentable par rapport à tous les avantages de produire en local?
Il y a beaucoup de facteurs, comme tu imagines, on est dans la géopolitique là, mais euh, le premier, évidemment, c'est le coût de la main-d'œuvre, mais le coût de la main-d'œuvre, il est en train de se resserrer. Hein, quand on regarde certaines villes chinoises qui aujourd'hui produisent à des coûts bien plus élevés que ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Il y a la logistique, ça c'est une chose, c'est indiscutable, qui va, là par contre, qui pèse dans le mauvais sens en ce moment, extrêmement, avec un poids important, significatif. Et puis après, il y a la matière première, c'est où est-ce que tu vas chercher tes composants ou ta matière. Et, donc globalement, aujourd'hui, on a aussi pas mal déplacé le barycentre des fournisseurs de matières premières. Et donc, il y a un moment, la logistique, elle va quand même te tomber dessus parce que si tu fais venir une pièce fondue ou plutôt un lingot d'aluminium plutôt qu'une pièce déjà fondue, dans les deux cas, il faut faire venir la matière. Donc ça, il y a du plus et du moins dans ces indicateurs-là. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui est presque élémentaire, mais ce n'est pas forcément ce que les gens mettent le tout de suite en avant, mais c'est aussi la façon dont tu sponsorises ton entreprise et ton industrie. C'est-à-dire que, alors tu peux la sponsoriser de différentes façons. Hein. Tu vois, nous en ce moment, on n'est pas vraiment en train de sponsoriser les entreprises françaises avec le prix de l'énergie qu'on leur fait payer. Quoi. Et ça, il y a des pays qui savent très mieux réagir que d'autres par rapport à ça. Il y a aussi la façon dont tu vas taxer un certain nombre tu vas prendre un certain nombre de charges patronales associées à la main-d'œuvre et à différents niveaux. Et ça aussi, il y a des façons un peu différentes de sponsoriser l'industrie. Donc, est-ce que tu peux produire en France aujourd'hui au même prix qu'en Asie? La réponse c'est non. La réponse c'est évidemment non. Demain, moi, je fais une fourche mécano-soudée en France. Bon, bah, soit le client il sait prendre la différence de prix, soit je ne sais pas la vendre. Quoi. Et la différence de prix, c'est pas. Les clients, ce qu'on voit quand on fait des études, c'est qu'ils sont souvent prêts à mettre pour le Made in France ou le Made in Europe, si tu veux, on va dire le Made in local. Les clients, souvent, sont prêts à mettre jusqu'à une quinzaine de pourcents, mais rarement plus. C'est-à-dire qu'ils en parlent, et quand il faut passer à l'acte et qu'il faut mettre la main dans la poche, les 15%, ils ne sortent pas forcément. Mais globalement, c'est le chiffre qui ressort de certaines enquêtes que nous, on a pu faire chez Ultima, en tous les cas. Et quand tu as ce chiffre-là en tête, et tu regardes ta fourche mécano-soudée, si je reste sur mon exemple de fourche mécano-soudée avec de l'hydraulique, si c'est une suspendue, etc., dedans, et des clapets, des choses un peu complexes, bah, tu te dis, c'est même pas la peine. Moi, je ne saurais pas sortir une fourche, pour se donner une échelle, hein, on va dire une fourche à 100 € en France, et elle va sortir probablement ma fourche mécano-soudée avec de l'hydraulique à 2 fois, voire 2 fois et demi le prix en France. Et là, tu te dis, bah, comment je fais quoi? Donc, je ne peux pas la vendre, parce que ce n'est pas 15% ça. Donc non, la réponse c'est non. La réponse c'est on ne peut pas. Donc, il faut stratégiquement essayer de se donner un cap en se disant quelles sont les industries et les savoir-faire qu'on doit garder chez nous. Donc, je reviens, et tu vas voir, ça fait écho avec ce que je regarde beaucoup, mais l'IoT, la connectivité, les softs un peu malins, les interfaces avec les autres interfaces locales, etc. Donc ça fait tout à fait sens de le garder chez nous, et il faut qu'on continue à le développer chez nous. Après, sur d'autres composants, c'est comment je suis malin et j'arrive à faire le moteur, par exemple, le moteur avec 80% des composants qui sont assemblés, et fabriqués, stampés, bobinés en France ou en Europe, et ça c'est faisable, on le sait. Hein, l'industrie automobile fabrique encore beaucoup d'électrification de composants électriques en France, et je t'invite à écouter l'interview en podcast de Luca Di Meo qui parlait hier sur France Info. Il fait un laïus là-dessus où globalement son prédécesseur qui a massacré pas mal de choses. Il va dire voilà. Moi, je trouve que ça fait plaisir de voir une industrie et un industriel qui fait des choses pour relocaliser et le faire intelligemment avec certaines hiérarchisations et stratégies, certaines visions. Donc voilà, après, il y a des composants un peu stratégiques comme le moteur où tu peux faire des choses. Puis après, sur des composants comme le cadre, là, je vais prendre l'exemple que je connais bien, qui est l'exemple d'Ultima, où tu te dis, non, j'y arriverai pas. Caminade avait essayé de coller des manchons, on sait où on arrive avec des manchons collés. Quand tu soudes, c'est même pas la peine. Quand tu commences à gruger des tubes et à faire des machins, tu te dis c'est mort, je n'y arriverai pas. Donc après, tu trouves une innovation qui fait que tu arrives à te démarquer. Donc c'est ce qu'on a fait chez Ultima. On a dit on va injecter du
du polyamide hybride avec chargé en carbone jusqu'à presque 50%. Et du coup, là, on fait un cadre qui nous coûte livrer usine au prix d'un cadre départ Taïwan, quoi, hein. Donc, on y arrive. Et voilà. Mais on ne pourra pas faire ce raisonnement sur toutes les composants. Il va falloir avoir les idées magiques à chaque fois. Il va falloir se poser des questions. Mais typiquement, ce raisonnement-là, je peux l'avoir pour le cadre. Nous, on l'a eu avec Motion Engineering sur la fourche suspendue en disant on va prendre le problème fourche suspendue différemment et on a réussi à trouver une solution. Mais il faut vraiment être créatif, quoi. Et puis là, il faut tu sais, quand tu développes, moi, j'aime bien dire, pour comprendre le niveau de risque, il faut qu'on le mesure vraiment bien et qu'on sache comment on le met sous contrôle. Donc souvent, quand tu mets un niveau de risque dans un composant, dans un système, tu mets, pour te donner un chiffre, mais tu mets 20% de risque et 80% de tes fondations. Et puis tu dis, allez, je pars avec ce niveau de risque qui est déjà élevé, hein, 20%. Là, quand on a fait le cadre avec Brice et puis notre injecteur qui nous a bien accompagnés dans le projet, le niveau de risque, il était complètement à l'envers, quoi. C'est-à-dire que quand on a sorti les premières pièces, on s'est dit, j'espère que la simulation, la rhéologie et tous nos calculs, on ne s'est pas trompé à l'échelle d'un digit, hein, parce qu'on mettait tout à la poubelle et on avait investi un gros demi-million d'euros, quoi. Donc voilà, c'est comment j'ajuste tout ça et je gère tout ça. Donc moi, je suis convaincu qu'on peut faire localement. Ça passe par petit 1, une stratégie long terme. Petit 2, la mise en place finalement d'éléments qui permettent de construire la mise sous contrôle du niveau de risque, que ce soit risque industriel, que ce soit risque technique, que ce soit risque technologie, risque d'aprobatière, etc. Puis une fois que tu as fait ça, et ben, tu déroules ton plan et tu avances, quoi. Mais ça se réfléchit, quoi. Ça se réfléchit. Ok. Alors justement, ça se réfléchit. Comment est venu enfin, j'imagine que c'est une suite logique, mais est-ce que tu peux nous parler de comment t'en es arrivé à créer donc Ultima, qui est la marque de vélo de mobilité que tu as créée en 2022. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire, comment t'en es arrivé à créer cette marque et quelle était comment est-ce que tu as mis en place cette démarche de sourcing, de réunir des partenaires locaux autour de ce projet? Alors, la première chose fondamentale, c'est le goût, l'envie d'entreprendre. Donc, humainement, moi, je savais qu'à un moment ou un autre, la pique suivante, quand Valeo m'a dit la petite structure qu'on a créée, on va commencer à la remettre dans la grosse machine, je me suis dit, oula, c'est le moment idéal pour moi, opportun pour que je parte, parce que je vais pouvoir me redonner un nouveau challenge entrepreneurial. Donc ça, c'était la clé. Ensuite, il y avait évidemment la finance, c'est-à-dire que dans le projet, on est 3 associés et il fallait qu'on ait tous les 3, même si on apportait à différents niveaux, mais qu'on ait tous les reins solides pour savoir qu'on allait mettre, ce qu'on allait mettre dans ce projet, au niveau énergie, argent, etc., pour que ça marche. Et puis après, donc l'idée, c'est de dire, ouais, clairement, on veut faire de la petite mobilité, clairement, on veut adresser le sujet comme on l'avait vu pendant la pandémie. La pandémie, ça a été un trigger pour moi. C'est-à-dire, on a bien vu que la petite mobilité, peu importe ce qu'allait se passer, si on était capable de la faire de proximité, c'est elle qui demain allait nous rendre service sur une meilleure gestion du trafic au quotidien et pour les commuteurs. Et donc, on s'est dit, oui, on part sur un objet de mobilité. Moi, le moteur Valeo, on venait juste de le dessiner, de faire les avant-projets, de faire la partie pré-indus. On s'est dit, bon, cet objet-là, c'est l'objet idéal. Donc, faisons un vélo. Quand on a commencé à mettre l'équation en place avec Brice, on dit on se fait un vélo. Brice connaissait très bien le collage, hein, avec les vélos caminades avec les manches en collé. On s'est dit, le meilleur moyen, c'est on fait 3-4 sous-éléments et on colle. Et comme ça, on se passe du titane ou de l'alu, mais on reste en composite, mais collé. Et donc, faut savoir que le tout premier Ultima, nos premiers concepts et nos premiers dessins, c'était du collé. C'est-à-dire moi, j'avais quitté Valeo, on commençait à tracer, on commençait à dessiner les détails. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à coller les éléments. Et en fait, on est tombé sur une impasse technique, c'est de dire comment on colle proprement. Et industriellement et de façon répétable et vendable et au niveau qualité. Donc là, encore une fois, je ne vais pas citer un compétiteur, mais on connaît quelqu'un qui colle de l'alu, des manchons alu et qui en a, ça lui a coûté très cher, hein, ça lui a coûté son efficacité et son prix de revient.
Parce que quand tu commences à coller des grosses pièces avec des dispersions, etc., tu arrives vite avec des problèmes de tolérance et vite avec des problèmes où tu passes plus de main-d'œuvre à rendre beau ton collage et du coup, tu perds le bénéfice de ton puzzle. Et comment donc du coup, on était avec un concepteur qui s'appelle Quentin Short de chez Caminade, et puis il y avait Brice, moi-même, et puis on s'est dit, et Brice, il dit, Jérôme, le plus simple, c'est qu'il faut qu'on reparte du monobloc, il faut qu'on reparte du monobloc. Et donc assez vite, on a imaginé 4 tiroirs qui pouvaient faire le puzzle, et on s'est dit, allez, on part sur un concept d'un cadre monobloc injecté en une fois. Et là, après, c'est beaucoup d'ingénierie et de travail d'études de conception, mais aussi de rhéologie, de simulation, pour vérifier que... Alors, tu as un vrai avantage en faisant ça, c'est que du coup, tu peux maîtriser tes épaisseurs et tu peux maîtriser ta densité de matière. Et en pièces injectées, c'est l'ordre 1 pour tenir finalement tes caractéristiques mécaniques. C'est d'éviter les endroits où tu as des gros pains de matière ou des zones de collage ou des zones de recollement. C'est tout ça qu'il faut éviter. Et là, du coup, en faisant notre techno, on a très vite compris que c'était un gros saut, mais en même temps, ça nous répondait à plein de questions. Donc voilà, et après, gros challenge pour ma pomme, ça a été de faire le tour d'un certain nombre de fournisseurs, de les convaincre, de trouver les bons partenaires. Il faut savoir qu'on est en train de travailler sur d'autres composants Made in France. On va arriver dans quelques semaines, et je dis bien dans quelques semaines, avec d'autres composants qui ont pu être industrialisés en France depuis 30 ans. Typiquement, est-ce que tu peux nous teaser un peu? Aujourd'hui, nous, on a un freinage hydraulique 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière sur un Ultima, parce que c'est le même frein qu'on soit en cargo ou en city ou en trekking, donc on a toujours la même config de frein. C'est un Magura des 1760, et ce frein-là, il est fabriqué en Asie pour la plupart des composants, il est mis en carton en Allemagne et il nous est livré. Donc, on est en train de regarder maintenant de plus en plus avec tous nos fournisseurs, c'est quels sont ce qu'on appelle les tiers 2 ou les rangs 2. C'est-à-dire que le fournisseur il soit européen, tant mieux, mais finalement, ces composants, il les fabrique comment? Et c'est ça que je suis en train de regarder maintenant de plus en plus, c'est de dire, montre-moi bien que tu stampes, tu découpes, tu soudes en Europe. Et là, en l'occurrence, sur les freins que l'on utilise chez Ultima aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dès qu'on gratte sur le rang 2, rang 3, on se rend compte que beaucoup de composants arrivent d'Asie. Jusqu'à la matière, d'ailleurs, on pourrait remonter quand on va dans cette logique. Et donc, là, sur les freins, on va avoir dans quelques semaines une solution fabriquée en Europe et d'un freinage qui est en test en ce moment, qui reste un peu dans le même état d'esprit avec 4 et 2 pistons, mais qui va être remarquable et qui est très prometteur aujourd'hui sur les essais et qui va être industrialisé. Une marque dont qu'on ne citera pas pour le moment, puisque donc c'est du prototype et c'est du développement, mais c'est des gens qui sont très très motivés et qu'on salue d'ailleurs et qui j'espère nous écoutent et à qui on souhaite évidemment beaucoup de succès, parce que on les a rencontrés au Rock d'Azur, ils avaient une belle équipe et un beau produit et des super ambitions. Donc évidemment, on leur souhaite le meilleur et on souhaite qu'il y ait d'autres entreprises aussi qui leur emboîtent le pas, parce que en fait, effectivement, on voit qu'il y a des belles choses qui peuvent se faire en France, en Europe. Et puis c'est génial de voir aussi qu'il y a des entreprises comme la tienne qui réunissent autour d'elles ces acteurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement d'Ultima et de en fait, comment est-ce que c'était quoi le cahier des charges pour créer le Multipass, puisque c'est le nom du modèle. C'était quoi ta volonté en créant ce vélo, ce produit? Alors, merci, parce que en fait, en répondant, je me suis rendu compte que je suis parti sur des points bien précis et que je n'ai pas vraiment répondu à ta question initiale qui était finalement c'est quoi les fondamentaux pour lancer une entreprise. Tu as répondu à d'autres choses, donc c'était intéressant aussi. Ouais, mais l'idée, je suis reparti sur le produit, mais l'idée c'était effectivement, je suis quand même assez attaché à ça, c'est-à-dire que je suis assez attaché au principe que tu ne fais pas une entreprise sans produit, quoi. C'est-à-dire que, alors bon, sauf si tu pousses
des pommes dans un rayon, mais si tu veux, quand tu crées, tu as besoin d'un produit. Et donc, ce qu'on a voulu dès le départ dans ce projet, c'est avoir quelque chose de différent, de clivant, on va dire, qui faisait qu'on allait pouvoir s'appuyer dessus et se démarquer. Donc, c'est apporter un produit que nous voulions modulaire, vraiment modulaire, c'est-à-dire qu'une base unique de cadre qui est capable d'adresser du city, du trekking, du mini-cargo. Ça, on voyait bien que ça peut adresser un marché. Ça adresse un marché non seulement maintenant, parce qu'il y a une vraie demande dans ce type de vélo, qui doivent être relativement légers, faciles à conduire, etc. Donc, nos clients, le client idéal pour nous, c'est un non-cycliste qui se lance dans le commuting et qui démarre dans le commuting et qui se dit, tiens, quel vélo j'ai besoin? Donc, un vélo léger, sécuritaire, difficile à voler, facile à conduire, etc. Donc, c'est toutes ces sommes d'ingrédients qui font qu'on fait la différence. Et là, je vais faire volontairement une petite parenthèse que je la fais souvent à mes équipes quand on est dans les meetings stratégiques. C'est pas l'analyse marketing qui te remonte ce genre de besoin, si tu veux. Elle va te donner des bribes, elle va te donner des choses, mais après, c'est toi, c'est ta créativité qui doit faire l'offre. Donc, il faut mettre sa créativité par rapport à des signaux qui remontent de tout ça et essayer de faire un puzzle. Et là, on a beaucoup débattu. Par exemple, sans faire de confidence, mais avec Brice, il y avait des débats. Est-ce qu'on doit aller aussi élargir le scope jusqu'au micro-cargo? Le trekking, au début, on le regardait avec beaucoup de réticence en se disant, mais est-ce qu'il faut un trekking? Les offres couleurs. Est-ce que j'invente des peintures un peu spécifiques pour réussir à peindre ce carbone et même le vernis? Alors, on va bientôt avoir une offre vernis, parce qu'au début, on s'est dit non, il faut qu'on reste basique, brutal, etc. Et donc, c'est comment, finalement, je réponds au marché et jusqu'où je mets, finalement, des éléments un peu spécifiques, différenciants. Et donc, on avait ce produit qui était né. Et puis après, on s'était rajouté, nous, naturellement, dans nos contraintes, cette obligation d'être local. Et en fait, la somme des deux, la somme de innovation plus localisation, fait que ça a forgé des choix et des orientations. Et je ne vais pas dire que c'est la localisation qui nous a poussé à faire le multipass comme il est, mais c'est très rigolo de voir comment le produit et le process dont je parlais tout à l'heure s'intègrent et finalement s'influent l'un sur l'autre, mais c'est aussi très rigolo de voir comment l'industrialisation et la localisation influencent l'un sur l'autre dans ta façon de faire. Et du coup, le produit multipass, il y avait une idée de base tout à fait début 2022 et il y avait les gènes qui étaient très clairs entre Brice et moi sur ce qu'on voulait faire et qui nous a permis de convaincre le troisième investisseur. Et puis après, il y a l'objet final qui est sorti en septembre, sur lequel il y a eu pas mal de petites nuances qui sont le fruit de la collaboration avec nos partenaires. Tu vois, des gens comme Novarec, qui est un tout petit fournisseur, nous a fait des tendeurs sur mesure qui est très original et qui n'est pas du tout positionné comme un tendeur de chaîne habituel. La suspension, on en a parlé avec Motion Engineering, on a fait un truc rigolo. Le guidon Baramine, ce n'est pas du tout un guidon conventionnel, mais c'est finalement l'opportunité qui a fait qu'on s'est retrouvé avec ce guidon. Voilà, c'est comment le produit final, il naît finalement de l'émergence, de la collaboration, de la discussion avec tous ces gens que tu mets en action. Et puis d'un seul coup, il y a des vibrations qui se passent les uns entre les autres. Ça se met à résonner au sens positif du terme et à résonner et à rayonner. Et puis voilà, tu sors multipass. Donc, bonne idée de départ et mise en œuvre excitante, c'est ça le multipass, c'est ça le projet. Et puis un vrai marché. C'est-à-dire que le point de départ, c'était sur ce type de produit. Facile d'usage, pas lourd, etc., polyvalent, avec des éléments de sécurité. Quand tu questionnes les clients, il y a beaucoup de clients qui se disent « mais si je commence dans le vélo ou dans la mobilité douce, c'est ça que je veux ». Et alors, quand tu rajoutes à ça que la modularité, tu l'as à l'achat, mais tu peux l'avoir en plus après, c'est-à-dire qu'un client qui achète un porte-bébé et demain, 18 mois après, on peut lui reconfigurer son vélo dans une version trekking ou une version city. Et donc, tu ne pousses pas la consommation bêtement en disant maintenant que tu dois me reprendre un vélo à 3500 balles. Et bien là, le client, il te regarde avec d'autres yeux et te dit tiens, lui, il est en train vraiment d'essayer d'apporter une réponse à toutes ces problématiques de éco-responsabilité, le lifetime, etc. Excusez-moi pour tous les anglicismes, mais voilà.
Enfin, je trouve super intéressante cette approche parce que du coup, on a un vélo qui, en fait, est véritablement réfléchi pour proposer un outil évolutif. On va pas faire toutes les specs du vélo, mais l'idée c'est que ça peut aller d'1,40 m à 1,90 m, que tu peux avoir une fourche suspendue ou pas, tu peux avoir un panier devant ou pas, en mode mini cargo. Et donc, d'une certaine manière, tu adresses déjà les besoins existants et les besoins futurs, en fait, pour avoir on va dire un vélo responsable et durable. En fait, c'est ça l'idée. Bah, c'est l'idée. Alors, il faut être humble, hein. On n'a pas réussi à mettre tous les ingrédients, hein. On a travaillé, on a fait un peu moins d'un an, on a fait tout ce projet. Il y a encore d'autres ingrédients qu'on veut remettre pour que le sourcing soit aussi un peu plus éco-responsable, pour que la matériel soit plus facilement recyclable. Quand on peint, ça nous génère des problèmes. Bon, voilà, on a encore beaucoup de choses à faire, mais l'aspiration est là. C'est-à-dire qu'on y a mis, encore une fois, ce qui est bien, c'est le 80-20. On a mis Hmm. 80% de nos aspirations dedans, et il y a des voies de progrès. Et les voies de progrès, bon, on y travaille tous les jours, hein. Tous les jours, là, si tu passes à l'usine, toi qui es déjà passé, et tu passes à l'usine, tu verras notre banc de torture, il travaille tous les jours. Hmm. On explore des nouvelles matières tous les jours, on explore des nouveaux composants tous les jours. Euh, et là, comment on travaille, euh, c'est petit 1, une vision, petit 2, un plan d'action par rapport à cette vision, et puis après, un déploiement. Qu'est-ce qu'on fait à court terme, qu'est-ce qu'on fait à moyen terme, puis qu'est-ce qu'on fait à très long terme. Et du coup, ben, on garde le cap de la vision, quoi. Hmm. Et alors, du coup, c'est quoi la vision, là, si tu devais dire où est-ce que t'aimerais aller? Et puis, par extension, où est-ce que tu imagines que l'industrie pourrait aller demain? Alors bon, on en a déjà un petit peu parlé, il y a tout ce qui est Alors, expérience enrichie, mais toi là, t'aimerais aller où? alors, waouh, très bref, mais en même temps, beaucoup, Pour beaucoup, préciser, beaucoup de réponses. Beaucoup, pour préciser, beaucoup de si tu réponses. avais une baguette magique, toi, où est-ce que t'aimerais aller? La baguette magique, ça marche bien en général. Alors, pour Ultima, vraiment devenir un acteur de la mobilité, c'est-à-dire que réussir à sortir le projet qui arrive derrière, hein, on va dire qui est un dérivé, qui rentre dans le cadre législatif moto, parce que du coup, il va rouler un peu plus vite, mais il permet aussi beaucoup plus de cas d'usage avec les enfants, avec le panier de course, avec un certain nombre de choses. Donc, des choses auxquelles je suis très attaché pour le déplacement urbain au quotidien, et pas de dire, mais qu'est-ce qui fait que je continue à prendre la voiture et continue à taper dans cette branche-là et aller chercher des solutions un peu différentes. Pour le multipass, eh ben, on est en train de travailler sur d'autres variantes parce que du coup, on accélère d'autres variantes. On a pris du retard en raison des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais on a pris du retard sur le lancement commercial. Donc, du coup, il faut que j'accélère différentes variantes pour essayer de rattraper mon retard en termes de vente. Donc, on travaille aussi sur une version speedback qui est une version, on va dire, un peu la mobilette du multipass, le truc qui va commencer à vraiment être passe-partout et répondre à des problématiques de mobilité encore différentes, y compris en milieu urbain. Et puis après, ma baguette magique, euh, je, aujourd'hui, moi, je suis dans le groupe de travail de la filière vélo qui s'appelle GT Production, où on est en train d'imaginer de comment la production de vélos demain sera. Et je suis en même temps, vis-à-vis au sein de la SIA et donc de la PFA, de la filière automobile, en train de travailler sur finalement comment la mobilité de demain doit évoluer au niveau automobile. Et ce que je me dis, si je dois mettre un coup de baguette magique, c'est qu'est-ce qu'on attend finalement pour travailler tous ensemble, mettre tout notre savoir-faire, et puis faire des objets de mobilité où on arrive à mettre de la valeur ajoutée forte dans notre pays. On arrête de considérer ces objets de mobilité comme des commodités et qu'on les considère comme étant des vraies bonnes réponses qui permettent à un pays de rester industriel, de trouver un équilibre entre l'industrie et son service, d'avoir des bonnes réponses au quotidien pour voyager en toute sécurité. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est loin de notre objectif du taux de mortalité sur la route en France et qu'il faut qu'on continue à travailler là-dessus.
Et c'est pas que par vous l'avez bien compris au travers de mes arguments techniques, c'est pas qu'au travers de la restriction et de la réduction de vitesse, c'est comment on s'adapte, comment on prend en compte tous les outils qu'on a aujourd'hui pour rendre les choses, la sécurité passive meilleure et la sécurité active encore meilleure. Et voilà, c'est tout ça, tous ces sujets-là, comment on y travaille tous ensemble et comment on met toutes nos forces et qu'on se réunit et qu'on travaille dans la même direction. Plutôt qu'essayer de se tirer ou de se regarder en chien de faïence en se disant les gars du vélo veulent venir dans l'automobile, les gars de l'automobile veulent venir dans le vélo, Non, je pense qu'on fait tous de la mobilité. Et donc voilà, comment on avance. Super. Écoute, Jérôme, je pense qu'on va pouvoir conclure ce premier épisode sur ces paroles, on va dire, inspirantes et pleines d'optimisme. Où est-ce qu'on va te retrouver cette année ? Est-ce que tu seras sur des événements, des salons ? Où est-ce qu'on va pouvoir voir les vélos ? Alors, Lyon. l'agenda il est chargé. On est à Lyon à la mobilité du 23 au 26 février. Super. On sera ensuite à Bruxelles. On sera à Bruxelles du 24 au 26 mars. On sera à London e-bike en avril. On sera évidemment à Vélo in Paris. On va faire les sommets. On va laisser les sommets pour rencontrer des gens dont l'inspiration dépasse l'entendement, pour être sûr qu'on ressort les idées fraîches et qu'on puisse encore aller plus révolutionner le monde. On va faire le Vélo Vert Festival, on va faire le SIA Mobility et on fera l'Eurobike et les ProDays. Et, tu vas pas t'ennuyer. Hein. Et on devrait terminer en septembre avec le Vélovac. Et j'ai dû oublier dans tout ça le passage à Nantes, là, qui est le vélo à Nantes, où on va sûrement aller faire un tour dans l'Ouest de France, parce que l'Ouest de France est très dynamique et on peut y faire un passage. Des super plans vélo en préparation aussi du côté de la région Bretagne qu'on a vu, et c'est vraiment des super projets. Donc effectivement, Nantes, super ville pour le vélo. Donc effectivement, tu ne vas pas t'ennuyer cette année. En tout cas, pas mal d'événements sur lesquels on va pouvoir te retrouver. Où est-ce que comment on te trouve le site Ultima? On peut aussi te voir sur LinkedIn aussi. Tu es actif sur LinkedIn? Ouais, LinkedIn très actif. Ultima Mobility, ne pas hésiter à taper ça sur Internet, ne pas hésiter à écrire. Il y a une adresse Internet à prendre contact, à nous faire des propositions. On est en plein déploiement commercial et on a besoin d'aide, donc toutes les bonnes suggestions sont les bienvenues. Et voilà. Génial. Écoute, Jérôme, un immense merci pour avoir été le premier invité de ce podcast en roue libre. J'espère que vous qui nous avez écoutés et regardé, puisque l'idée c'est que ce podcast il soit également sur YouTube et bientôt sur Twitch aussi, avec du live pour permettre à des auditeurs de nous poser des questions. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Et puis Jérôme, je te dis à très très bientôt. Je passerai te voir au salon de Lyon, puisque je vais venir voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. C'est souvent un très très beau salon. On fait une usine éphémère. Il y aura un vélo à gagner pour votre information. Ceux qui viennent, qui jouent, il y aura un vélo à gagner, un vélo Ultima. Donc, excellent. N'hésitez pas. Génial. Top. Et à très bientôt, et merci Tayo pour tout ça. Merci à toi. Je te souhaite une très très belle journée et à très vite. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.